Salut à tous et bienvenue sur Philo Fantasy. Aujourd'hui, on aborde ensemble un sujet brûlant par son actualité et éminent par son objet, la politique. Plus concrètement, nous allons nous demander si la nature de l'homme peut s'accorder avec ce que l'on appelle le cosmopolitisme, que l'on confond souvent à tort avec le capitalisme mondialisé. À tort, car le cosmopolite est celui qui se considère être un simple citoyen du monde, tandis que le capitalisme marchand qualifie plutôt un certain mode d'organisation économique. Cette confusion provient probablement d'une des tensions politiques majeures de ces dernières années, autour du problème de la mobilité des hommes et des marchandises. La mobilité est en effet rendue possible tout autant par le cosmopolitisme que par le capitalisme marchand, ce qui entraîne la confusion en notre esprit. Mais ces deux notions n'en restent pas moins distinctes. Si ce problème de la mobilité géopolitique est si prononcé et constamment remis sur le plateau dans les médias, c'est évidemment en raison d'un conflit d'intérêts réel qui existe dans notre société. On aurait d'une part les mondialistes libéraux qui défendraient les intérêts des puissants à l'échelle mondiale et qui militeraient pour la libre circulation des hommes dans le but d'employer une main-d'œuvre à bas coût. Ceci aurait pour vertu le dynamisme économique. Parce que c'est notre projet! Et d'autre part, les nationalistes qui seraient les défenseurs du peuple en invoquant la primauté absolue de la nation sur toute autre forme de souveraineté. Nous ne renoncerons jamais à nos États-nations. Enfin, il y aurait cette petite bourgeoisie de gauche qui se veut humaniste et sociale. Mais leur projet est fortement critiqué par ces mêmes nationalistes qui les qualifient plutôt d'idiots utiles du capitalisme mondialisé. Vous fournissez du gibier aux grands patrons. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Non, justement, vous êtes l'idiot précisément. utile Alors permettez-moi, du capitalisme. voilà, il faut empêcher les capitaux de circuler les de hommes la de manière, circuler. combattre le capitalisme et permettre la mobilité qui est, à mon avis, une richesse du monde moderne. Les insoumis seraient en effet anti-libéraux sans pour autant vouloir s'opposer aux flux migratoires, ce qui peut apparaître à certains comme contradictoire. Mais bref, ce n'est pas notre propos ici que de prendre parti. En effet, la question qui nous intéresse aujourd'hui est celle de savoir quelle est la signification originelle et philosophique du cosmopolitisme, afin de d'abord clarifier les notions du débat. Cosmopolite, un mot actuellement galvaudé et diffamé par les idéologues nationalistes, qui, s'ils ne sont pas toujours très philosophes, ont au moins la sincérité d'exprimer leurs pensées et leur colère avec transparence. Le Front National connais des ne mecs serait qui pas travaillent. à 30% si Mais le il Front n'y avait National pas... est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Et pour certains, non sans une certaine autodérision qui sait parfois nous faire rire. Pour revenir au sens originel et philosophique du cosmopolitisme, nous allons suivre la pensée d'Emmanuel Kant dans son livre qui s'intitule « Essai d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique ». Pour comprendre ce qu'est le cosmopolitisme, il faut s'intéresser non pas directement à la politique, mais à l'histoire. Le cosmopolitisme n'est pas un donné de fait, ni non plus une réalité déjà existante, mais c'est une idée. Il répond à la question d'un sens de l'histoire. Sens de l'histoire? Que veut-on dire exactement par là? J'y viens. Par nature, les hommes agissent selon une liberté chaotique, au gré de leurs envies et de leurs fantaisies. Pourtant, à travers l'histoire, on peut constater une certaine régularité des actions humaines. Il faut donc que, et peut-être à leur insu, les hommes soient mus par une intention secrète de la nature qui donne malgré eux un sens à leurs actions. Cette intention secrète correspondrait alors à une finalité de l'histoire humaine, un chemin long et épineux. Est-ce que c'est encore loin? Il n'y a toujours rien en vue. Qui nous conduirait à la fin, non sur la planète Caillot, Oh, mais vous êtes... Oh, si je ne me trompe pas, vous êtes sans doute... Très bien, je t'écoute. Vous êtes Caillan! mais vers une providence historique. Et cette providence serait la société cosmopolite. Mais en quoi consiste exactement cette société? Serait-ce une sorte de paradis terrestre, comme Utopia de Thomas More? Non, il ne faut pas exagérer quand même. Mais alors qu'est-ce que c'est? Elle serait d'une part une société où s'épanouiraient librement les dispositions naturelles de l'homme, et d'autre part une société intégralement administrée par le droit, c'est-à-dire une société qui ne serait pas gouvernée uniquement par des rapports de force, mais aussi par une loi juste.
Il faut qu'une société dans laquelle la liberté, sous des lois extérieures, se trouvera liée au plus haut degré possible à une puissance irrésistible, c'est-à-dire une constitution civile, parfaitement juste, soit la tâche suprême de la nature pour l'espèce humaine. Mais comment y parvenir à cette société? Est-ce que ce sont les hommes qui doivent la construire par leur bonne volonté? Oh que non, car rares sont les hommes à pouvoir surmonter d'eux-mêmes leur fainéantise naturelle. Je m'appelle Son Goku, je viens m'entraîner auprès de Keiyo. Si les hommes se dirigent malgré cette fainéantise vers le progrès, c'est que la nature les y incite secrètement. Et voici le moyen que la nature emploie d'après Kant. Le moyen dont se sert la nature pour mener à terme le développement de toutes les dispositions humaines et leur antagonisme dans la société, jusqu'à ce que celui-ci finisse pourtant par devenir la cause d'un ordre conforme à la loi. Antagonisme? Ordre conforme à la loi? J'ai un peu de mal à comprendre. D'accord. Expliquons cette idée que l'on peut aussi appeler la dialectique du progrès. D'abord, dans un premier temps, la nature pousse l'homme à s'associer. Car l'homme a besoin des autres pour se développer, se sentir homme et devenir plus résistant face à la nature sauvage. C'est ce qui fait de lui, selon l'expression du grand Aristote, un animal politique. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous suivre, hein. Mais en même temps, l'homme est traversé par un fort désir de commander et refuse souvent d'être lui-même commandé. Il a donc tendance à s'isoler dans le but de conserver sa liberté naturelle. Cette contradiction dans l'homme, entre son désir de s'associer d'une part et son désir de s'isoler d'autre part, conduit à ce que Kant appelle son insociable sociabilité. Méchant, vilain, pas beau, chameau, pingouin, tête de lard, ours, baleine, rhinocéros, galoche, cornichon, voilà ce que t'es, Satan! Ainsi, par la rivalité et la confrontation, l'homme s'arrache à son indolence et progresse dans le but de devenir le maître. Dès leur naissance, les guerriers de l'espace subissent des tests pour déterminer leur qualité et leurs aptitudes. Nous devons très tôt séparer le bon grain de l'ivraie, tu comprends? Et toute la mauvaise graine, tous les bons à rien comme toi, deviennent des soldats de deuxième catégorie. On s'en débarrasse. On les envoie sur des planètes lointaines. C'est une bonne chose, puisque c'est comme ça que j'ai eu la chance d'arriver sur la Terre. Je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'en travaillant dur, un soldat de deuxième catégorie peut vaincre un combattant d'élite. Parce que tu t'imagines que tu peux me battre. Pauvre fou, même si tu t'entraînais pendant des siècles, tu ne me battrais pas. Je serai toujours plus fort que toi. D'accord, mais progrès des facultés ne veut pas dire pour autant respecter un ordre juste. On peut être très fort, mais ne penser qu'à son intérêt, sans aucun respect pour autrui et pour les lois. Quel lien peut-il donc y avoir entre progrès des facultés et respecter un ordre juste? Excellente question, jeune Padawan. Nous allons essayer d'y répondre pas plus tard que maintenant. Kant pense que les hommes désirent tous devenir le maître, qu'ils aient ou non les compétences pour commander. C'est ce désir qui les pousse à s'améliorer pour devenir aptes à diriger. Et plus encore, les hommes cherchent à être reconnus des autres hommes dans le but de devenir le maître légitime. Mais le problème que soulève Kant est que l'homme, une fois maître, abuse toujours de sa liberté et devient absolument insupportable à ses semblables, voire même très dangereux. C'est pour cela que les hommes, d'après Kant, préfèrent se soumettre d'eux-mêmes à un ordre juste, non par bienveillance envers leurs semblables, mais dans le but de pouvoir coexister ensemble, pacifiquement. C'est la souffrance qui force l'homme, autrement temps épris de liberté naturelle, à mettre le pied dans cet état de coercition,
Et, à vrai dire, c'est là la plus grande des souffrances, celle que les hommes s'infligent les uns aux autres, leur penchant faisant qu'ils ne peuvent pas longtemps subsister les uns à côté des autres en liberté sauvage. Si l'homme a intérêt d'obéir à une loi universelle, cosmopolitique, par-delà les lois propres de chaque individu, de chaque famille, voire même de chaque nation, c'est non par respect de la justice, mais dans le but d'éviter cette souffrance que produit sa liberté naturelle. À terme, l'homme devrait, logiquement du moins, y renoncer et vouloir vivre dans une société pacifiée par la loi. C'est du moins cette direction qui semble avoir été prise par les grandes puissances internationales après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la fondation de la Société des Nations. Ainsi, le cosmopolitisme est la société vers laquelle la nature pousse l'homme en raison de son insociable sociabilité qu'il peut à terme vouloir établir par un pacte social.